Véritable rappel des troupes des agents et cadres de régie financière, l'Argentier national qui sort fraîchement des commandes de la Direction générale des impôts apporte sa riche expérience aux régies financières pour une mobilisation accrue des recettes internes de l'État afin de permettre aux services mobilisateurs de recettes d'atteindre, voire de dépasser les assignations budgétaires. Première étape de la ronde de José Célé Alagouli, la Direction générale des douanes et accises DGDA. Et puis le renouvellement de l'outil de production et la transformation de la Gécamine ont permis à cette entreprise minière nationale de redevenir Gécamine Djobaba, Gécamine Djomama, connue jusqu'alors. Vous suivrez dans cette émission la visite des autorités de la Gécamine dans les différentes installations de la société. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement, présenté par Lambert Youma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver dans cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques, dossiers économiques et questions de développement en République démocratique du Congo. Nous ouvrons cette émission par la Gécamine. Au-delà de la mise en service du deuxième four de traitement du cobalt le plus important au monde, après celui de l'Allemagne, le renouvellement de l'outil de production et la transformation de la Gécamine contribuent pour cette société minière nationale au redécollage de l'économie congolaise. Retour sur la visite des installations de la Gécamine à Likasi, dans ce reportage signé Ruben Siakiyunga Mayoni. Il ne se passe pas un seul jour sans que la Gécamine n'étonne. Les efforts fournis par le comité de gestion et le conseil d'administration de cette entreprise minière nationale sont de plus en plus visibles. Grâce à ces efforts, la RDC est aujourd'hui le premier pays africain et le deuxième au monde, après l'Allemagne, de se doter du four le plus important de traitement des minerais, dont le cobalt, le germanium, le zinc et autres. Et la Gécamine constitue ainsi une des grandes richesses et sera dans les prochaines années l'épicentre d'un projet industriel d'envergure mondiale. Il y a eu un complot des multinationales. Dans les années 2000-2004, on nous a pris tout ce qui était comme gisement juteux de la Gécamine. Donc en 2004, en termes de réserves, on était à plus de 30 millions de réserves. En plus de 30 millions. Mais on nous a laissé que quelque chose comme 400. Mais grâce aux efforts du comité, du conseil d'administration actuel et le dynamisme de nos amis qui sont à côté de vous, aujourd'hui nous sommes en train de récupérer ce que nous pouvons récupérer. C'est vraiment un effort aujourd'hui pour que nous puissions vraiment récupérer notre place qui a été déjà pratiquement prise par les multinationales. Mais les efforts des dirigeants de la Gécamine sont également visibles dans la montée en puissance de sa production à travers ses opérations à Kamatanda et à Chituru, ainsi qu'auprès de nouvelles équipes constituées dans le cadre de sa réorganisation. De ce fait, Gécamine est en train de redevenir ce producteur minier indépendant, exploitant ses propres concessions tout en recréant un outil de production viable. La délégation conduite par le président du conseil d'administration et le directeur général de la Gécamine s'est rendu compte de toutes ces avancées, entre autres dans les deux mines, celle de Kanfundoa, dont le potentiel est passé de 250 000 à 1,6 million de tonnes de cuivre, et celle de Kamatanda, d'un potentiel de réserve connu de 15 000 à 210 000 tonnes de cuivre, relancée en investissant dans une unité de broyage et de lavage sur site et en créant à Panda une unité de lixiviation en tas. Des investissements d'un montant global de 30 millions de dollars américains sur plusieurs années ayant abouti à la mise en service de l'unité de broyage en janvier 2019 et à celle de l'unité de lixiviation en tas au mois de février de la même année. La vie d'une entreprise minière dépend de sa life of mine. Donc en fait, la ressource certifiée, disponible, c'est la condition sine qua non pour garantir une production sur le long terme. Kamatanda, que vous avez vu tout à l'heure, est une petite mine qui n'a qu'environ 200 000 tonnes de cuivre, ce qui ne garantit pas une dizaine d'années de production. Mais la Gécamine a une politique de reconstituer ses ressources, parce que la plupart de nos ressources ont été mises dans des partenariats et nous, pour revivre, nous devons reconstituer des ressources. Nous avons une première phase qui était Kanfundoa et Kamatanda, où nous avons, sur Kamatanda par exemple, quintuplé les ressources avec une campagne d'exploration qui a commencé en 2016 et que nous avons fini en 2018.
Kamatanda a été vu à quelques centaines de milliers de tonnes de cuivre. Aujourd'hui, on parle des millions de tonnes de cuivre, ce qui donne une life of mine, rien qu'avec le projet de Kamatanda, de plus de 20 ans. Il convient également de noter qu'en aval de la filière, au niveau de la production, Gécamine a investi d'importants fonds dans son usine d'électrolyse de Chituru pour améliorer la qualité de ses cathodes produites avec l'installation d'un SX et augmenter la capacité de la salle d'électrolyse permettant à la Gécamine de produire un cuivre high grade de qualité supérieure évalué à plus de 99,98% pour un coût d'investissement de 27,54 millions de dollars américains. L'unité de la laverie de Kamatanda, c'est une nouvelle unité qui actuellement nous donne autour de 1000 tonnes que nous déposons au grand HIP de Panda que vous avez vu. Et à partir du grand HIP de Panda, cette solution, avec les autres produits qui viennent de Cambove, est envoyée dans une nouvelle unité d'extraction par solvant, qu'on a communément appelée SX, Solvent Extraction, en français extraction par solvant. Cette nouvelle unité, c'est un projet de 2007 qui s'est arrêté plusieurs fois et ce n'est que maintenant que le comité de gestion et les conseils d'administration ont mis le paquet pour que ce projet revienne et soit finalisé. Ce projet a beaucoup d'avantages. Nous étions les seuls dans cet interland minier à ne pas avoir l'unité d'extraction par solvant. Maintenant, nous avons aussi l'unité d'extraction par solvant. Nous étions les seuls à ne pas produire le cuivre high grade. Nous produisions un cuivre avec une décote systématique. Et notre décote était à peu près de $700 la tonne. Aujourd'hui, avec cette unité d'extraction par solvant, nous produisons un cuivre sans décote. Donc nous gagnons d'abord du point de vue argent par rapport à la décote que nous venons de supprimer, mais les coûts aussi sont améliorés par rapport au nouveau process. Malgré les nombreux défis qui attendent la mise en œuvre de la transformation voulue par les conseils d'administration en matière de constitution de nouvelles équipes, d'adoption de nouveaux modes de gestion, de renouvellement des politiques et des procédures, d'informatisation de l'entreprise et autres, la Gécamine renaît réellement de ses cendres pour contribuer énormément au développement du Grand Congo démocratique. Et à Massissi, dans la province du Nord Kivu, l'axe routier Goma-Massissi est dans un état de délabrement très avancé. La détérioration de cette route et l'écroulement du pont Rushoga ont impacté les activités économiques et commerciales dans cette partie du territoire national. Les transporteurs des marchandises, les opérateurs économiques et les usagers de ce tronçon lancent le cri de détresse aux autorités compétentes. Reportage de Clément Gabriel Passy et Roger Mayingi dans un rendu signé Preska Sekana Kinzonzi. Mouchake, territoire de Massissi, à 44 km de la ville de Goma, province du Nord Kivu. Sur cet axe routier reliant ces territoires à Goma, transporteurs, camionneurs et motards souffrent énormément à cause de l'état défectueux des routes. Longtemps meurtri par des conflits armés, les territoires de Massissi s'est mué en une vaste zone économique caractérisée particulièrement par la culture de la pomme de terre, la production du lait des vaches et autres produits laitiers comme le fromage, ainsi que l'exploitation de minerais. Mais la dégradation très avancée de route, ajoutée à cela l'écroulement du pont Rushoga de plus ou moins 10 mètres de longueur et 4,50 mètres de largeur, donne du fil à retordre aux opérateurs économiques du coin pour l'acheminement de leurs marchandises vers les grands centres de consommation. Avec la rupture qui a eu sur ces ponts, on est obligé de faire les transbordements, c'est-à-dire les camions qui viennent de Goma avec les produits de première nécessité sont obligés de décharger ici pour les recharger encore dans un autre camion qui est de l'autre côté du pont. C'est cela, bon, disons, cela coûte l'argent. Il y a des frais qui s'augmentent pour la manutention. Et cela, bien sûr, donne des retombées sur les derniers consommateurs qui est la population. Entre-temps, les énergies se mobilisent au quotidien pour faire face à ces difficultés majeures. Même l'écroulement du pont Rushoga ne décourage pas les opérateurs économiques et transporteurs à poursuivre leurs activités. Une synergie opérationnelle d'auto-prise en charge s'est d'ailleurs constituée pour contourner cet obstacle. Ici, nous sommes en train
de créer un passage provisoire, c'est-à-dire le pont provisoire, puisqu'il y a le pont qui s'est écroulé. Alors c'est comme ça que l'entraînement de cette ONG-là, il y a une association, il a pris l'initiative, puisque c'est elle actuellement qui s'occupe de l'entretien de cette route-là, Sake Massissi Kachebere. Le gouverneur était de passage, lui-même il a vu le résultat malheureux de la pluie. Bon, même le ministre aussi de la construction, ils étaient ici. Bon, ils étaient là avec l'office de route pour construire un pont définitif. Puisque ce pont-là qui a été écroulé, c'est un pont qui a été construit à 2000 par Action agro-allemande. En attendant la fin de travaux de construction d'un autre pont de secours à quelques mètres de là, Rushoga est devenu un centre de négoce de petits commerces sous l'œil vigilant de forces de l'ordre et de sécurité. Tout le monde ne rêve que d'une chose, l'intervention des autorités compétentes pour la reconstruction rapide, modernisée et solide du pont Rushoga, hautement stratégique pour la fluidité des activités économiques dans cette région de la RDC. Ce qui fera éviter aux opérateurs économiques des dépenses supplémentaires de transport de leurs marchandises. Un prétexte dont ils se servent pour justifier l'augmentation de prix de produits à Massissi et ailleurs. Combien de Congolais ont eu du travail cette année? Combien d'enfants sont nés aujourd'hui à Kasongo Maniema par exemple? Combien d'hommes et de femmes ont divorcé cette année? L'Afrique en général et la RDC en particulier a du mal à répondre le plus fidèlement à ce genre de questions qui touchent pourtant notre quotidien. La statistique. Quelle en est l'importance? Jérôme Sekanapeni Papa, directeur général de l'agence Galaxy Media, qui est revenu de Lusaka en Zambie après les travaux autour de la problématique des luttes contre la pauvreté en Afrique, nous répond. Les enjeux de la statistique en Afrique sont très importants dans la mesure où, chez nous en Afrique, nous n'avons pas la même compréhension des données statistiques comme en Occident. Or, pour se développer, nous devons maîtriser les données statistiques parce que tout est planification. Il faut nécessairement bien planifier, connaître le nombre pour prendre des bonnes décisions. Et les Africains se réfèrent à deux documents très importants. Le premier, c'est l'agenda 2063. Il a été constaté que pendant les premières 50 années d'indépendance, eh bien, nous n'avons pas développé notre continent. Ce continent est resté dans la pauvreté. C'est un continent où on vient prendre les ressources naturelles à l'état naturel, l'exporter à l'état brut. Et la valeur ajoutée profite à l'Occident. L'objectif poursuivi par les Africains dans l'agenda 2063, c'est de faire en sorte que les 50 prochaines années des indépendances puissent être des années de la reconstruction. De sorte que lorsque arrivera l'année 2063, eh bien, nous célébrerons le centenaire des indépendances en Afrique, eh bien, que les 50 prochaines années soient consacrées réellement au développement de l'Afrique. Et c'est ça l'agenda 2063. Mais il y a également un autre document très important auquel se réfèrent les Africains, c'est les ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Il y en a 17 au total. Ce sont des objectifs qui découlent de ce qu'on appelait les objectifs du millénaire, dont la plupart des pays africains n'avaient même pas atteint, y compris la République démocratique du Congo. Alors, dans les 17 objectifs de développement durable, les critères pour l'atteinte de ces objectifs reposent sur les données statistiques. Notamment, le premier objectif des ODD, c'est la lutte contre la pauvreté, qui est le cheval de bataille d'ailleurs de la Banque mondiale. On ne peut pas combattre la pauvreté si on ne connaît pas le nombre de pauvres. Il y a également le deuxième objectif, c'est la lutte contre la famine. Les gens meurent de faim. Comment les gens peuvent mourir de faim alors que nous avons des espaces verts, nous avons des terres arables comme en République démocratique du Congo, 120 millions d'hectares de terres arables, mais les gens meurent de faim. C'est insensé. Mais il y a également l'accès à la santé. On doit connaître quel est l'état de santé des Africains, combien les Africains sont aujourd'hui, combien naissent, même par jour, combien attrapent une quelconque maladie,
et pourquoi, et combien meurent. Donc, vous comprenez que les statistiques jouent ici un rôle très important. C'est pour cette raison, lors des assises de Lusaka en Zambie, eh bien, on a convoqué non seulement les experts qui sont venus des quatre coins du monde et surtout des quatre coins de l'Afrique, pour venir examiner comment on peut réformer, comment on peut moderniser la gestion des données statistiques, notamment en ce qui concerne les faits de l'état civil. Et quand on parle de faits de l'état civil, vous voyez, il y a la naissance avec le certificat de naissance, vous voyez l'acte de mariage, c'est-à-dire le certificat de mariage ou de divorce, vous avez les cas des maladies, de recensement des personnes qui se déplacent, donc des déplacés à l'intérieur des territoires nationaux, vous avez les réfugiés qui vont dans d'autres pays, vous avez même les apatrides, vous avez également des cas des maladies, les gens qui est-ce qu'aujourd'hui on parle d'Ebola en République démocratique du Congo? Eh bien nous devons maîtriser les données statistiques, connaître combien de personnes ont contracté cette maladie, combien ont été guéries grâce aux différents vaccins, ainsi de suite. Donc vous comprenez ici que les enjeux en termes des statistiques sont très importants et, comme je vous ai dit, il y a des pays qui sont très avancés, comme l'Afrique du Sud, qui a déjà lancé sa carte d'identité dite intelligente. Donc cette carte donne toutes les informations sur la porteuse de cette carte, c'est-à-dire non seulement il y a des empreintes digitales là-dedans vous avez des données en ce qui concerne la santé du porteur de la carte. Et pourquoi l'Afrique du Sud est arrivée à faire ça? Parce que l'Afrique du Sud a perdu près de 3 500 000 presque chaque année pendant les 5 dernières années dans ce qu'on appelle la fraude bancaire. C'est quoi la fraude bancaire? Même ici en République démocratique du Congo, on enregistre ça. C'est-à-dire venir avec une carte d'électeur avec la photo d'X personnes ou de CCTL, ce n'est pas authentique. Parce que d'autant plus que vous avez des gens qui ont volé des machines qui fabriquent les cartes d'électeurs et on peut facilement trouver, on peut falsifier ça. Alors, on ne peut pas seulement s'y référer à un seul élément d'enregistrement qui est le visage. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir et dire, bon, moi je vais frauder, il prend la carte de Jérôme Sekana, lui il n'est pas Jérôme Sekana, mais il va fabriquer une carte avec sa photo, mais il se présente au guichet, comme tous ceux qui travaillent au niveau des guichets des banques ne connaissent pas Jérôme, eh bien le monsieur peut retirer l'argent s'il a réussi en amont à fabriquer un chèque ou à avoir d'autres informations sur mon compte. Mais c'est très difficile de pouvoir faire la fraude bancaire lorsqu'on a une carte intelligente comme la carte des Sud-Africains aujourd'hui. Parce que là-dedans, il y a les empreintes. Les empreintes digitales, ce sont des preuves individuelles. Chaque individu a ses propres empreintes digitales. Et vous avez les visages, vous avez également d'autres informations en termes de santé. Voilà pourquoi les Africains sont en train de s'organiser. Chaque pays doit se doter d'un logiciel très important pour essayer d'enregistrer facilement toutes ces données statistiques et essayer également de numériser la paperasse que nous avons au niveau de toutes nos administrations, essayer de faire en sorte que la recherche soit très facile. Au jour d'aujourd'hui, quand vous demandez, même si vous allez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, il y a une direction qu'on appelle direction de la population, vous posez la question, nous sommes combien aujourd'hui? Eh bien, on vous donnera un chiffre qui n'est pas vrai. Tout simplement parce que les données ne sont pas à jour. Chaque seconde, on doit savoir que dans une seconde, il y a autant de Congolais qui sont nés et ils sont à tel endroit. Et plus tard, on doit savoir est-ce qu'on peut leur délivrer la carte d'identité et combien de Congolais meurent. Ainsi, lorsqu'on a toutes ces données consolidées dans un logiciel très puissant, ou lorsqu'on interroge les données, il y a un problème des maladies, même quand on veut commander les vaccins, on a des données fiables, eh bien, on peut facilement trouver
des bonnes réponses, on peut prendre des bonnes décisions, que de prendre comme ça à l'aveuglette. C'est comme si on naviguait sans boussole, comme ça. Non, on doit arrêter ça. Et voilà pourquoi nous continuons à déplorer l'absence de nos autorités au cours de ces assises. Nous osons croire que nos autorités vont se rattraper. Et nous avons reçu mission de pouvoir vulgariser tous ces mécanismes-là de recensement afin de permettre aux journalistes congolais de pouvoir aider l'État à vulgariser, à appréhender, à collecter ces données et à les numériser, faire en sorte que nous aussi nous puissions être considérés comme un État moderne. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Défis et opportunités des frontières smart dans la région EMD, AOC, assurer la sécurité de tous, faciliter le commerce licite, thème de la conférence des douanes et des partenaires de développement de la région de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique occidentale et centrale, tenue à Niamey en République du Niger du 16 au 18 octobre 2019. Ces assises ont connu la participation du directeur général adjoint des douanes et axes en charge de l'administration et finances, Kongolo Kabila Mouchi. Didi Mavambou, Nombo le PP, pour les précisions. C'est dans ce beau cadre de Niamey, capitale de la République du Niger, qu'est la 3e conférence de douane et partenaire de développement de la région de l'Organisation mondiale de douane pour l'Afrique occidentale et centrale a vécu. Ces assises qui ont connu la participation des 18 sur les 23 administrations membres de la région AOC, des structures régionales et des partenaires au développement ont été placées sous le thème « Défis et opportunités de frontières smart dans la région OMD-AOC, assurer la sécurité de tous, faciliter le commerce licite ». Cette conférence, à laquelle a pris part le directeur général adjoint de douanes et axes en charge de l'administration et finances, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, a eu pour but de renforcer le réseau, les dialogues entre les douanes de la région et les partenaires au développement intervenant dans la région, de sensibiliser davantage de douanes sur les priorités, initiatives et exigences des partenaires fournissant une assistance technique ou financière dans la région et de permettre aux douanes de présenter des initiatives régionales afin de mobiliser des fonds pour leur mise en œuvre. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui a représenté la DGDA à cette conférence, a parlé des réformes importantes engagées par la douane congolaise, très avancées dans la modernisation de ses services. Donc je voudrais vous dire que les efforts sont énorme à pouvoir ouvrir, mais nous pensons, et nous avons pensé que notre présence en ces lieux pouvait consister en ce que les partenaires au développement puissent nous dire de quelle manière ils pourront nous aider, tant sur le plan logistique que sur le plan des ressources, de renforcement des capacités, dans ce qui concerne les ressources humaines. Voilà tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme de cette conférence, parmi lesquelles créer des structures de conseil et d'assistance aux entreprises, mettre en place une structure de données, intégrer des modules spécifiques dédiés au renseignement durant les formations en douane, construire des écoles de douane et développer des synergies avec les services aux frontières. La tenue de ces assises s'est inscrite dans l'effort permanent de l'Organisation mondiale de douane à appuyer les membres de la région OMD-AOC dans leur engagement en faveur de la modernisation et la réforme.
Le ministre des Finances, José Sélé Alagouli, vient d'initier une série de descentes sur terrain auprès des responsables des régies financières. Objectif, mobiliser ces troupes pour un meilleur encadrement des recettes fiscales et non fiscales de l'État dans le cadre du budget de l'État exercice 2020. Première étape, la direction générale des douanes et accises DGDA. L'Argenté nationale s'est rendue mercredi 23 octobre 2019 à la DGDA pour une séance de travail en rapport avec la mobilisation des recettes douanières. Reportage Michel Wangui et Fanfan Makito. À son arrivée à l'immeuble de la DGDA, le ministre des Finances, José Sélé Alagouli, est accueilli par le directeur général de Oruguzamagira, qui avait à ses côtés ses deux adjoints, Jean-Baptiste Kongolo et Simon Ibenzouka. Poignée des mains aussi aux directeurs et autres cadres et agents en file indien sous un soleil de plomb. Au regard de la Constitution, c'est au ministre des Finances qui incombe la responsabilité de mobiliser les ressources pour l'exécution du budget, d'où le rappel des troupes au niveau des régies financières. Dans son mot de circonstance, le directeur général des douanes et accises, Deo Ruguzamagira, a félicité son hôte pour sa nomination car, dit-il, il connaît bien les régies financières et leurs difficultés. Après échange avec les principaux responsables de la douane, l'Argenté national s'est dit satisfait du travail abattu jusque-là par la DGDA. C'est donc tout à fait normal que je vienne mobiliser mes troupes, en commençant par la direction général des douanes et accises, qui fait déjà ce travail, en tout cas de manière citoyenne et patriotique, professionnelle. Mais il fallait venir s'enquérir de la situation, écouter la batterie des problèmes qu'ils ont, de manière à ce que le gouvernement y apporte des solutions pour leur permettre de faire davantage mieux. Et voilà pourquoi je suis venu personnellement faire le point avec la haute direction, avec l'ensemble des directeurs, la délégation syndicale et une représentation de personnel de la direction ici. Il faut quand même saluer le travail qui est fait ici. Il faut dire que sur base des ressources propres, ils ont fait un travail formidable qui permet de réduire en tout cas sensiblement la lutte, en fait la tendance à la fraude. Et tel que j'ai vu, en tout cas c'est quelque chose à encourager. C'est maintenant au gouvernement de pouvoir les doter davantage de moyens pour qu'ils améliorent leur efficacité en termes de mobilisation des ressources publiques. Après la DGDA, ça sera au tour des deux autres régies financières, à l'occurrence la DGI et la DGRAD, de recevoir le ministre des Finances toujours dans le cadre de la mobilisation des recettes du Trésor public. Suivez les actes générateurs découlant du secteur des travaux publics, urbanisme et habitat, secteur qui contribue également à la mobilisation des recettes non fiscales de l'État, sous ordonnancé et encadré par la DGRAD. Patience Vumilia Bokole. Suivant l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des DGRAD a pour mission également d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État issues du secteur des travaux publics, infrastructures, urbanisme et habitat, parmi lesquels droits de vente de matériel ou mobilier déclassé, droits relatifs aux prestations diverses, taxes sur le permis de construction, autorisation de bâtir et ou de démolir un immeuble à usage résidentiel de plus de 2 étages, taxes sur le permis de construire une station-service de plus de 3 pompes, taxes sur l'établissement d'avis urbanistique sur la concession foncière de 50 yards et plus pour la terre urbaine ou de 10 hectares et plus pour la terre rurale, taxe sur le morcellement d'une parcelle ou d'une concession foncière de 50 yards et plus pour les terres urbaines ou de 10 hectares et plus pour les terres rurales, droit de location des maisons du domaine privé de l'État relevant du pouvoir central, préavis bail non professionnel à usage commercial, industriel et socio-culturel, taxes d'agrément et d'enregistrement d'un agent immobilier, d'une agence immobilière, d'un courtier immobilier,
d'un bureau d'études, d'architecture et d'urbanisme, d'une organisation non gouvernementale Habitat en République démocratique du Congo, ainsi que les droits du livret de bail. La semaine qui s'achève, le pays a fait face à plusieurs problèmes socio-économiques. Comment le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a coordonné et dirigé la politique du gouvernement? La semaine du Premier ministre, c'est dans ce commentaire de Priska Sekana sur les images du service de communication de la Prémature. L'amélioration des conditions socio-économiques de Congolais, cheval des batailles du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Pour la deuxième fois consécutive, le Premier ministre a échangé avec les caucus des députés et sénateurs originaires de la province du Haut-Lomami, une province butée à plusieurs difficultés. Des pistes, des solutions devant contribuer au développement de cette province ont été envisagées. Il s'agit notamment de la construction du pont Bundoué, la réouverture de routes des dessertes agricoles, la réhabilitation de la centrale électrique des Kiloubi pour la desserte en eau potable et l'électricité, l'indemnisation des populations victimes de la divagation des éléphants dans les champs et autres. Contrairement aux habitudes, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué la réunion du comité de conjoncture économique mardi 22 octobre 2019. La note de la conjoncture économique, le contour de l'accident de circulation d'Ntsonankulu près de Mbanzangungu au Congo central ayant causé mort d'hommes, l'état d'avancement de l'élaboration du projet du budget 2020 et autres dossiers ont été passés au peigne fin. À l'issue d'une séance d'évaluation des opérations de secours dépêchées sur le lieu de l'accident de Mbanzangungu au Congo central, le Premier ministre s'est engagé à prendre totalement en charge l'inhumation des 31 victimes décédées lors de cet accident, avant d'ordonner également la prise en charge médicale des rescapés internés à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Le secteur de mines porteur de croissance en RDC, Kibali Gold Mines, qui exploite l'or dans le Haut-Touélé, est venu renouveler son engagement à poursuivre ses investissements en RDC, a affirmé son PDG Marc Bristow au sorti de son entretien avec Ilunga Ilunkamba à la Primature. Nous sommes aussi d'avis que la province, ou plutôt la zone, le nord-est de la RDC a un potentiel aurifère énorme et important. C'est impossible qu'il n'y ait qu'un seul Kibali. Et notre effort aujourd'hui, c'est de découvrir d'autres Kibali. Donc c'est ça notre objectif. Nous avons comme cible de produire 750 000 onces cette année. Et nous nous attelons justement à faire cela. Et nous allons rester focalisés dans ces secteurs aurifères. La consolidation de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance en RDC, l'organisation non gouvernementale National Democratic Institute, NDI, s'est dit prête à accompagner le gouvernement. Christopher Fumunyo, directeur général Afrique de cette ONG, l'a indiqué au chef de l'exécutif national au cours d'une audience. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba va bientôt conclure un accord avec le partenaire pour la paix, la stabilisation et la reconstruction de zones sorties de conflits armés. Décision prise lors de la réunion du comité de pilotage du STAREC, présidé par le chef du gouvernement en sa qualité de président du comité de pilotage de cette structure qui a également examiné le mécanisme actuel des financements de projets de stabilisation du nord-est de la RDC, évalué à quelques millions de dollars américains. Le programme STAREC a pour objectif de stabiliser la République démocratique du Congo à travers notamment la restauration de l'autorité de l'État dans les zones autrefois contrôlées par les groupes armés et l'amélioration de l'environnement sécuritaire, les actions humanitaires et sociales parmi lesquelles les facilitations du retour et la réintégration des personnes déplacées et réfugiées, la relance des activités agricoles, de l'électrification rurale en vue de la promotion de la micro-industrie, la microfinance, la formation professionnelle, les projets régionaux intégrateurs, l'amélioration de la gouvernance dans les zones
conflit. Vendredi 25 octobre, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba boucle la semaine par le Conseil de ministres au cours duquel les dossiers de tous les secteurs de la vie nationale ont été passés au peigne fin. Tout opérateur économique en République démocratique du Congo devrait savoir qu'en commerce international, l'importation des marchandises neuves est désormais soumise à l'obligation de souscription d'une assurance, et ce, en République démocratique du Congo. En pratique, comment rendre effective cette disposition du nouveau Code des assurances? En séjour à Lubumbashi, il y a peu, le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, ARCA, M. Alain Kaninda, a discuté de la question avec les directeurs provinciaux de la DGDA, de l'OCC et de l'OGEFREM. Le reportage que vous suivrez vous en dira plus. Première province douanière de la République démocratique du Congo en termes de flux d'importation, le Grand Katanga a retenu l'attention du directeur général de l'ARCA. Accompagné d'une forte équipe, Alain Kaninda s'est donc déplacé dernièrement pour Lubumbashi. Au siège de l'OGEFREM, les directeurs provinciaux de la douane, du fret multimodal et de l'office de contrôle échangent sur la question des assurances à l'importation. Au niveau de la loi qui porte Code des assurances, il y a des assurances obligatoires qui sont établies. Il y a particulièrement l'assurance obligatoire qui est relative aux facultés à l'importation. Qui indique que pour toutes les marchandises qui sont importées, les assurances doivent être prises en République démocratique du Congo. Donc nous avons eu une séance de travail d'information de manière générale sur les principes de la loi, mais aussi nous avons insisté particulièrement sur le principe qui concerne les facultés à l'importation. Ça veut dire que ces institutions qui sont la DGDA, l'OCC ainsi que l'OGEFREM sont des partenaires institutionnels importants avec lesquels nous devons travailler pour le contrôle du respect de l'application de ces assurances. Au cours du panel au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, M. Bob Bonongué de l'agence Kaplan Consulting et partenaire de ARCA a suffisamment exposé sur les facultés de l'assurance à l'importation. Au niveau de l'article 236.3, il est très clairement dit qu'au moment de formalités administratives douanières, à l'entrée au territoire congolais, l'opérateur économique doit présenter son certificat d'assurance auprès de l'administration douanière. La douane congolaise se dit disposée à accompagner l'ARCA dans le secteur des assurances, moyennant quelques accommodations au regard des codes qui les régissent distinctement. Il s'agit du code de douane et celui des assurances. La problématique qui se pose au regard du thème qui a été retenu pour notre atelier, c'est de dire quelle est la connexion que la douane a à avoir avec les assurances de manière générale. Nous avons eu l'occasion ce matin de suivre un exposé sur l'obligation de l'assurance des facultés à l'importation. C'est précisément cette problématique qui nous amène, n'est-ce pas, à pouvoir faire une réflexion et réfléchir ensemble sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif qui aura bien entendu des incidences sur la détermination de l'assiette imposable en matière d'évaluation en douane. La suite des discussions que nous avons avec les directions générales à Kinshasa, nous allons rapidement mettre en œuvre ces protocoles d'accord qui nous permettront de travailler en franche collaboration. C'est donc comme un pionnier que Alain Kaninda se bat bec et ongle, ça et là, pour donner forme à la libéralisation du secteur des assurances. Une tâche ardue qu'il est appelé à accomplir tous les jours. L'Université Mapon, en collaboration avec la Fondation Mapon, organise du 13 au 14 novembre prochain la première édition de la conférence annuelle sur la haute technologie. C'est une série d'activités scientifiques qui aura lieu à l'Université Mapon à Kindu dans le Maniema. La haute technologie comme outil du progrès, ce thème fera l'objet des interventions de haute facture avec des professeurs et orateurs venus de la RDC, du Canada et des États-Unis. Avec comme sous-thème l'impact de l'éducation dans le développement de technologies des nations, la problématique de la rentabilité de l'exploitation minière en RDC face aux nouvelles technologies, la stratégie de développement urbain pour une ville intelligente, défis et perspectives pour la RDC et bien d'autres thématiques qui seront exploitées par des professeurs et chercheurs des renommées internationales.
Voulez-vous vous informer sur l'état actuel et les perspectives de la haute technologie en RDC? N'hésitez pas de nous rejoindre à Kindu du 13 au 14 novembre prochain. Université Mapon, la connaissance libère, la discipline élève. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 26 octobre dernier sont présentées ici par Philo Cholet Papeke Onkanye. 2 mois avant les festivités de fin d'année, les prix des denrées alimentaires de grande consommation continuent de prendre de l'ascenseur sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les maniocs, les prix d'un gros sac en provenance de provinces du Koulou et du Congo central a connu une hausse. Il est passé des 120 000 francs congolais à 130 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se clôturer. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central de la commune de la Gombe où les prix du même produit est passé des 105 000 francs congolais à 115 000 francs congolais. Au marché Zigida dans la commune mère de Kinshasa, un sac de foufou qui s'est négocié à 100 000 francs congolais se vend actuellement à 110 000 francs congolais. Au marché Gambela, pour avoir un sac de foufou, il faut décaisser 105 000 francs congolais. Cette hausse des prix du manioc est due à sa rareté sur les marchés, causée non seulement par la multiplicité des taxes auxquelles sont confrontés les commerçants, mais aussi à l'état de délabrement de routes de dessert agricole amplifiées par des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans la région. Concernant les poulets, les prix d'un carton de poids 13 a connu une augmentation passant de 56 500 francs congolais à 57 000 francs congolais, soit 5 000 francs congolais qui s'est ajouté par rapport à la semaine passée. Nous sommes au marché de la Liberté. Stabilité par contre au marché central où les prix du même produit n'a pas bougé d'une semaine à l'autre à 58 000 francs congolais. Au marché Zigida, un carton de poulet poids 13 s'est négocié à 58 400 francs congolais. Au marché Gambela, pour avoir un carton de poulet poids 13, il faut débourser 57 750 francs congolais. Cette hausse des prix du poulet est due à sa rareté sur les marchés. Cette rareté serait aussi causée par certains commerçants qui préfèrent stocker leurs marchandises pour les revendre plus cher à la période des festivités de fin d'année. Hausse des prix des haricots sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de 100 kg a connu une augmentation. Il est passé des 135 $ américains à 140 $ américains au marché de la Liberté. Au marché central, les prix de ces mêmes produits a grimpé des 45 $ américains à 155 $ américains. Au marché Zikida, il coûte 150 $ américains et au marché Gambela, il se vend à 155 $ américains. Du côté poisson chinchard, les prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse. Il est passé des 105 000 francs congolais à 110 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, un carton de poisson chinchard a maintenu son prix de la semaine passée, soit 109 000 francs congolais. Au marché Zigida, un carton de poisson chinchard de 20 plus 30 kg est passé de 107 000 francs congolais à 108 500 francs congolais. Au marché Gambela, il coûte 108 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec l'huile végétale. Un bidon de 10 litres s'est vendu à 25 000 francs congolais au marché de la Liberté, 26 000 francs congolais au marché central, 26 200 francs congolais au marché Zigida et 26 500 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 26 octobre sur les principaux marchés de Kinshasa. Voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INS sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 21 au 26 octobre 2019. C'est avec Muriel Makessi. Le maïs sec décortiqué et la farine de maïs causent l'inflation. La 4e semaine du mois d'octobre 2019 a connu une inflation de 0,161% au niveau national et 0,066% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,413% au niveau national et 3,044% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,142% au niveau national et 3,693% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 4,419% au niveau national et 3,941% à Kinshasa.
L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, notamment du maïs sec décortiqué et de la farine de maïs, où les prix sont passés respectivement de 4 000 francs à 6 000 francs, de 2 200 à 3 000 francs à Mbuji-Mayi et de 700 francs à 1 000 francs, de 1 200 à 1 500 francs congolais à Goma. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 25 octobre 2019 un dollar à 1654,98 francs congolais, un euro à 1843,83 francs congolais et un franc CFA à 2,81 francs congolais. Au samedi 26 octobre, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1640 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure à 1600 francs congolais le dollar américain. 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise. Nous sommes à Butembo, dans le nord Kivu. Le billet vert s'est changé à 1600 francs congolais. À Bandondoville, chef-lieu de la province du Kwilu, le dollar américain a valu 1620 francs congolais. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le roi dollar s'est négocié à 1630 francs congolais. 1650 francs congolais le dollar et le taux observé à Likasi, dans le Haut-Katanga, et 1650 francs congolais à Matadi, dans le Congo central. Enfin, le pic du taux s'est observé à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, où le dollar américain s'est changé à 1665 francs congolais. Le 12 septembre 2012 marque pour la République démocratique du Congo l'entrée en vigueur du système comptable OHADA. Et comme vous le savez, le passage d'un système à un autre n'est jamais aisé. Pour faciliter la tâche et accompagner les entreprises congolaises à faire face à cette migration, un groupe d'experts congolais, avec l'appui des experts européens, justifiant de plusieurs années d'expérience dans la conception et la commercialisation des logiciels de gestion, s'est réuni à une société de droit congolais dénommée Logico-OHADA RDC SARL, qui a mis sur le marché XDOsoft, un logiciel de gestion intégré conforme au plan comptable OHADA révisé. Ce logiciel purement congolais offre plusieurs avantages, parmi lesquels la possibilité d'embarquer n'importe quel plan comptable, la tenue de la comptabilité générale en multimonnaie, en full OHADA révisé, en full G7 utilisé par le secteur bancaire, en full PCCI utilisé par le secteur de microfinance. L'adaptation aisée au profil de chaque entreprise, la flexibilité du système par rapport aux exigences des utilisateurs, la réflexion contre les imputations comptables erronées, la production en temps réel des rapports dont les bilans, le compte des résultats, les tableaux des flux de trésorerie et le rapport des stocks, la permanence d'un support technique local assuré et en option, la gestion de la production. Ces logiciels modulaires comprennent la gestion de budget, la gestion de la trésorerie et des consignations, la gestion commerciale et des stocks, la gestion des immobilisations avec des écritures de réévaluation programmées, la gestion des ressources humaines, le basculement vers n'importe quel système comptable. Il peut être installé et utilisé en un jour, et ce, sans être un comptable expérimenté. Logico-OHADA propose également sur le marché un autre logiciel dénommé Comptabilité minimum des trésoreries, CMT en cycle, développé en harmonie avec les systèmes minimaux des trésoreries destinés aux petites entreprises. Alors, n'hésitez pas de nous visiter au 8e étage de l'immeuble Boulambo ex-Shell sur le boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe ou de nous contacter au numéro 084 05 999 99 ou pour d'autres informations utiles, de consulter notre site web www.logicoada.com
ou de nous écrire à sales@logicowada.com. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre pathétique attention et vous fixer rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.